suis le professeur Chentir et nous sommes ensemble ici pour parler des hyperexcitabilités cardiaques. Il va de soi que ça ne vaut pas l'enseignement présentiel en amphi, c'est évident, mais les circonstances obligent à avoir recours à cette méthode. On va essayer d'en tirer le meilleur profit possible. En attendant, quand même, c'est pas trop tard. Vous souhaitez être comme Brock, on est encore dans la semaine, et j'espère aussi que cette épidémie, cette pandémie ne vous a pas impacté, n'a pas impacté vos familles. En tout cas, c'est le souhait que je fais. Par ailleurs, nous sommes le dimanche 31 mai. Alors, si vous ne le savez pas, il est temps de le savoir. Le dimanche 31 mai de chaque année, c'est la journée mondiale sans tabac. Et pour en parler, il n'y a que 3 mots. Le tabac tue. Voilà, ce n'est pas la peine de se perdre dans des démonstrations compliquées et vous verrez qu'il y aura un impact sur notre cours. Et évidemment, avec le Covid et le tabac, c'est aussi l'occasion de dire un mot un peu de cette arnaque scientifique à laquelle on a heureusement brièvement assisté, qui a complètement disparu, qui consistait à dire que le tabac protégeait du Covid. Bon, c'est vraiment de l'arnaque. Et d'ailleurs, le thème de cette année, c'est l'industrie du tabac manipule la jeunesse. Donc, vous voyez, on a trouvé que chez les gens qui avaient Covid, il n'y avait pas beaucoup de tabagiques. Simplement, manipulation grossière. On a oublié de comparer classe d'âge par classe d'âge. L'âge du Covid, c'est en général 50 et plus. Or, cette catégorie-là d'âge fume très peu et lorsqu'on fait les comparaisons par classe d'âge, on trouve que c'est pas vrai. Et en plus, lorsqu'on a la maladie, les fumeurs ont un plus mauvais pronostic. Bien, cela nous permet donc de commencer notre cours un peu par la prévention, qui est toujours bien. Quant à ce cours, si vous voulez, peut paraître un cours de spécialité pour résidanat de cardiologie, les hyperexcitabilités cardiaques ou les troubles de l'excitabilité ou extrasystole et tachycardie, c'est comme vous voulez. Mais pour comprendre l'intérêt de ce cours dans un cursus de graduation, il faut faire appel à un concept qui est la mort subite, laquelle mort subite, vous serez peut-être étonné, n'a reçu de définition, on va dire officielle, en 1989 seulement, ça fait pas très longtemps. C'est la mort qui survient, d'après Meyerbourg, 2 heures après le début des symptômes. L'OMS a étendu un petit peu la plage de temps, on va dire quelques heures après, dans la journée simplement. Et quand on s'intéresse à cette mort subite, on se rend compte que 2/3 des morts subites sont des morts subites d'origine cardiovasculaire. Le reste, c'est des problèmes tumoraux, c'est des ulcères, c'est des grossesses extra-utérines qui rompent, etc. Et quand on s'intéresse aux morts subites cardiovasculaires, on se rend compte que la majorité, ce sont des morts subites d'origine cardiaque. Et si on continue à zoomer, puisqu'on est sur Zoom, alors c'est l'occasion d'utiliser ce mot, si on continue à zoomer, eh bien on se rend compte que les troubles du rythme graves, dans 80% des cas de mort subite, représentent ce que l'on appelle l'événement terminal. L'événement terminal, ça ne veut pas dire que c'est l'étiologie, c'est simplement ce qui s'est passé juste avant le décès, c'est-à-dire la cause directe. À partir de là, on peut établir un raisonnement. Donc, si on doit essayer de prévenir la mort subite d'origine cardiaque, parce que traiter, ce n'est pas possible, vous voyez bien, il faut essayer d'abord de supprimer cet événement terminal. Et c'est un peu tout l'intérêt de ce cours, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que ces troubles du rythme aigus et graves, etc. Mais également, pour faire une prévention primaire, c'est-à-dire arriver bien avant le trouble du rythme, il faut comprendre aussi que la dysfonction ventriculaire gauche et la fraction d'éjection du ventricule gauche à l'échographie, elle reste un bon élément d'évaluation. Et cette dysfonction ventriculaire gauche, c'est le critère prédictif que tout le monde retient
pour prédire la survenue d'arythmies sévères. Alors, quelle est la valeur? Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais bon, ça ne fait rien. Vous pouvez retenir inférieur à 35% ou à 30%, c'est pas très bon. En médecine académique, on a toujours besoin de comprendre comment une maladie s'installe pour pouvoir la traiter. C'est ce qu'on appelle la physiopathologie, l'étiologie, l'éthiopathologie, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Mais ici, ça devient un peu compliqué, c'est réellement de la spécialité. Alors, nous allons simplifier les choses. Nous allons accorder une importance primordiale à ce qu'on appelle les déterminants. C'est-à-dire, plutôt que de rentrer dans le mécanisme compliqué, on va dire simplement qu'est-ce qui détermine la survenue d'une arythmie. Les arythmies humaines sont complexes. Il y a d'abord et avant tout le substratum. Ça ne tombe pas du ciel, une arythmie. Il faut qu'il y ait une base. Alors, mais ce substratum peut être macroscopique. À l'époque, quand il n'y avait pas de thrombolyse, quand il n'y avait pas d'angioplastie, les gens mouraient beaucoup d'infarctus du myocarde non traités. Et pour faire des pontages chez les survivants, pour faire des pontages en urgence, donc le chirurgien ouvre, et il voit de ses yeux la cicatrice de l'infarctus jaune, saignant d'un gris rouge sanguin, et quelquefois il y a déjà un anévrisme du ventricule gauche que le chirurgien voit de ses yeux, substratum macroscopique. Ailleurs, il est microscopique. Ça va de la fibrose des cardiomyopathies, la fibrose du rétrécissement mitral, et également les voies accessoires qu'on peut voir au microscope optique sont des reliquats embryonnaires qui relient directement l'oreillette au ventricule, qui sont très célèbres. Et quand on a ça, effectivement, cela entraîne des perturbations dans le fonctionnement. On y reviendra. Si vraiment, en faisant tout ce qui est comme analyse disponible, la biologie, la clinique, l'échographie, l'IRM, le PET scan, il n'y a rien, on dira que ce sont des arythmies sur cœur apparemment sain. Et même comme ça, maintenant, c'est la génétique qui entre en ligne de compte. On recherche une atteinte génétique à l'origine de cette arythmie. Mais bon, ça devient un petit peu compliqué pour nous. Et de ce côté-là, il faut bien admettre, nous sommes très en retard. Ça, c'est le substratum. Mais, fort heureusement, il ne suffit pas qu'il y ait un substratum pour déclencher une arythmie. Il faut bien qu'il y ait un déclencheur. Autrement dit, beaucoup de situations a priori pathologiques n'entraînent pas d'arythmie cardiaque parce qu'il n'y a pas le déclencheur. Alors, le déclencheur, plusieurs choses. Le plus courant, c'est les désordres ioniques. La diarrhée, les vomissements, les diurétiques, les tisanes qui sont un petit peu diurétiques, tout ça, ça donne énormément d'arythmies. Les extrasystoles, qui sont elles-mêmes des arythmies, on a donc affaire à des arythmies arythmogènes. La décharge adrénergique due à l'effort, due au stress, quelquefois, accélère la pente de dépolarisation des cellules automatiques et peuvent déclencher des arythmies. Tout ceci est sous le contrôle d'un modulateur qui est représenté par le système nerveux autonome et qui agit par les terminaisons vagales. Retenez bien ça. Ça veut dire quoi? Là où il n'y a pas de terminaison vagale, le modulateur ne peut rien faire. Qui agit donc par les terminaisons vagales, là où il y en a, le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, et agit également par les récepteurs adrénergiques. Et là, le récepteur adrénergique, il y en a un peu partout dans le myocarde, dans l'oreillette et le ventricule, mais il s'ouvre et se ferme en fonction des pathologies et des situations. Il y a ce qu'on appelle l'up regulation et la down regulation. Ce n'est pas comme les terminaisons vagales, elles sont là, elles sont fixes et elles fonctionnent tout le temps. Donc, vous voyez, et tout ceci module les arythmies. Alors, lorsque le tonus vagal l'emporte, on a affaire à des arythmies pas très sévères et qui s'arrêtent assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas désagréables, parce qu'il y a le malaise vagal avec les vomissements, etc. Et quand c'est le tonus adrénergique qui l'emporte, et là, on a affaire à des arythmies vraiment graves, et c'est là où probablement le taux de mortalité est le plus élevé. Maintenant, un mot du mécanisme. On a dit qu'on n'entrait pas dans le détail, mais il faut quand même évoquer un petit peu.
Mécanisme, vous savez, il y a deux types de mécanismes, ou bien, on ne va pas dire l'hyperautomatisme, parce que c'est encore très précis. On va dire l'acquisition par des cellules du myocarde de propriétés automatiques et l'exacerbation de l'automaticité de cellules qui sont déjà elles-mêmes automatiques, patentes ou latentes, du tissu nodal, le sinusal, le faisceau de His, le Purkinje. Et ça, bon, on dit que c'est des tachycardies en foyer. Pour parler simplement, c'est une tachycardie focale. Et le gros de la troupe, 90% des tachycardies, en fait, font appel à un mécanisme qui s'appelle la réentrée ou la rentrée, pour faire plus simple, mouvement circulaire également, rythme réciproque. Vous savez, le vocabulaire est riche. Maintenant, on dit simplement une réentrée ou une rentrée. Un exemple caricatural, donc on anticipe un peu sur la suite du cours. L'exemple caricatural, c'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White qui est tellement célèbre et tellement connu, on se demande pourquoi on a encore besoin de l'expliquer. Alors, voyez cette image voilà, du cœur, n'est-ce pas? Elle est en free access sur Internet, donc il n'y a pas de problème. Là, vous avez ici ce pont entre le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Là, c'est une voie accessoire. L'influx va aller directement vers le ventricule gauche sans passer par le nœud AV. Voilà le nœud AV, voilà le His. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai fait donc ce diagramme. Voilà, là j'ai changé, j'ai ajouté ça, voie accessoire. Alors, regardez, ça, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. C'est ce qui se passe habituellement. L'influx descend de l'oreillette vers le nœud auriculo-ventriculaire et va exciter les ventricules. Mais lorsqu'il y a une voie accessoire, l'influx, donc toujours, descend par le nœud auriculo-ventriculaire où il est ralenti, il va stimuler l'ensemble du ventricule, mais il va trouver l'abouchement de la voie accessoire dans le sous-endocarde. Ben, la route est ouverte, mais il en profite. Et l'influx remonte vers l'oreillette. Mais il va remonter très vite, mais l'oreillette, elle a eu le temps de se repolariser. Elle est de nouveau excitable. On va donc avoir une oreillette rétrograde, P'. Le nœud AV, lui, a eu le temps de récupérer une excitabilité. Donc l'influx va descendre. Le ventricule aussi est de nouveau excitable. La voie accessoire de conduction rapide, elle a retrouvé son excitabilité très très vite. Et ça tourne, et ça tourne. Et voilà ce que l'on appelle une réentrée, un mouvement circulaire, un rythme réciproque. Appelez cela comme vous voulez. Cet exemple caricatural, vous le prenez et vous le plaquez où vous voulez. Plaquez-le dans l'oreillette et vous avez le flotteur. Plaquez-le dans le ventricule et vous avez une tachycardie ventriculaire. On le plaque ici avec une voie accessoire et nous avons le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Si on le plaque directement dans le nœud AV lui-même, eh bien le nœud AV, il a une voie lente, descendante, et une voie rapide, remontante. Et ça fait une réentrée intranodale. On y reviendra. Donc, vous voyez, c'est un exemple caricatural. Après, on théorise et on applique tout ça à l'ensemble. À partir de là, on peut comprendre comment on s'y prend pour traiter une arythmie cardiaque. C'est ce qu'on appelle les bases du traitement. Il va de soi qu'on ne va pas rentrer dans le détail des traitements. Ce qu'il faut comprendre, c'est les idées générales. Le déclencheur, on a dit trouble ionique, il nous faut un équilibre ionique parfait. On a parlé de foyer, d'hyperexcitabilité, d'hyperautomaticité. Bon, mais les antiarythmiques, c'est fait pour ça, et les bêta-bloqueurs aussi, avec déclencheur. Mais une utilisation judicieuse, parce que vous savez, les antiarythmiques, c'est des armes à double tranchant. Ça traite, mais ça peut créer des problèmes. C'est-à-dire, certains antiarythmiques allongent l'espace QT et peuvent provoquer une tachycardie ventriculaire. Mais vous avez un cours, je crois, dédié à cette classe thérapeutique. On a dit que les fibres, n'est-ce pas, du vague, elles se terminaient dans le nœud sinusal et le nœud AV. Mais les manœuvres vagales peuvent donc arrêter les tachycardies qui passent le nœud sinusal ou par le nœud AV.
qui intègrent le nœud AV dans leur circuit. Les manœuvres vagales sont nombreuses. Je voudrais simplement insister sur celle que l'on considère comme la plus efficace, bien qu'elle ne soit pas efficace à 100%, c'est la manœuvre de Valsalva. Manœuvre de Valsalva, c'est une expiration à glotte fermée qui succède à une inspiration profonde, ou une inspiration profonde qui précède une expiration à glotte fermée, c'est pareil. Et actuellement, on pense qu'il vaut mieux compléter la manœuvre en mettant le ou la malade couché sur le dos, en lui levant les jambes pendant une trentaine de secondes. Pourquoi? Eh bien parce que on favorise le retour veineux, et donc on maintient un petit peu l'hyperpression intrathoracique, on consolide le résultat si cette manœuvre a marché. Et vous avez compris que c'est une technique qui est assez facile à obtenir, sauf peut-être chez les sujets âgés, et évidemment très difficile chez le petit enfant. Et va de soi, comme diraient les Anglais, last but not least, traitement du substrat arythmogène, c'est bien entendu l'objectif essentiel. Corriger une ischémie myocardique, par exemple, par une angioplastie coronaire, traitement médicamenteux ou un pontage chirurgical. On cite que 2 exemples concrets. Ou alors, la destruction d'un substrat arythmogène en délivrant ce qu'on appelle un courant de radiofréquence par un cathéter. C'est quoi? Cardiologie, vous savez, pour un oui ou un non, on met le malade sur la table, on lui pique la veine fémorale et on monte un cathéter. On peut piquer également l'artère fémorale, monter un cathéter si on veut aller dans le ventricule gauche. Et là, si c'est une tachycardie ventriculaire, on va chercher où cette tachycardie ventriculaire prend sa naissance, puis on appuie sur un bouton, puis ça fait un peu de chaleur, et même beaucoup de chaleur, et le foyer est détruit. On crée un infarctus thérapeutique, en fait. Si c'est une voie accessoire, on va rechercher là où la voie accessoire se branche dans le sous-endocarde, parce qu'elle vient de l'oreillette, donc elle passe par l'épicarde, elle traverse le myocarde, elle va se brancher dans le sous-endocarde. Avec la sonde, on va chercher où elle arrive, un petit coup de feu, radiofréquence, on brûle, et puis ça passe plus, le courant ne passe plus. Voilà, comme ça on n'insiste plus sur la radiofréquence, c'est compliqué pour nous. Bien, maintenant qu'on a donné un peu les bases, n'est-ce pas, thérapeutiques, diagnostic. Le diagnostic, vous savez, trouble du rythme, c'est n'importe quelle pathologie ou cardiovasculaire, on interroge le malade, tout simplement, on l'examine et on lui demande des examens complémentaires. Je voudrais simplement relever quelques points particuliers. Importance des palpitations, importance de la douleur thoracique. La douleur thoracique, ça montre simplement que le myocarde n'est pas vascularisé convenablement. Et donc, ça dépend. Est-ce que le malade dit « j'ai des palpitations d'abord et la douleur thoracique après », cela veut dire que ce sont les palpitations, la tachycardie qui a entraîné une baisse du débit coronaire et qui a entraîné la douleur thoracique. Ou bien, le malade vous dit « j'ai la douleur thoracique d'abord et après j'ai les palpitations ». Mais ça veut dire que c'est l'insuffisance coronaire, c'est l'angine de poitrine, avec l'ischémie du myocarde que cela entraîne, crée le substrat arythmogène pour provoquer la tachycardie. Donc vous voyez, ce sont des petits signes, mais il faut savoir les interpréter. Bien entendu, les pertes de connaissance. On a l'habitude de dire les syncopes, c'est les bradycardies et les palpitations, c'est les tachycardies. Oui, mais ça, c'est trop simple. La tachycardie aussi peut donner des syncopes. Elle donne des syncopes. Pourquoi? Parce qu'une tachycardie se fait toujours au détriment de la diastole. La systole ne bouge pas. Plus la fréquence de la tachycardie est importante et plus la diastole est courte. Et si la diastole est courte, le remplissage est faible, donc la systole suivante, la fraction d'éjection suivante, l'éjection systolique sera faible et donc on va avoir une difficulté d'irrigation du cerveau. Et donc, comprenez très bien qu'une lipothymie, une perte de connaissance, une pré-syncope et a fortiori une syncope vraie sont des signes de gravité devant une tachycardie. Et là, il faut agir
de manière extrêmement rapide. L'examen physique, lui, finalement, il y a plusieurs choses. Un, on apprécie la tolérance, c'est-à-dire entre la dyspnée, les douleurs, enfin, la pression artérielle, est-ce qu'il y a des signes d'insuffisance cardiaque, voilà, des signes de choc éventuellement. C'est ça, apprécier. Et après, on recherche une étiologie, et tout est possible. Cardiovasculaire, vous savez, il n'y a pas telle pathologie cardiovasculaire va donner telle arythmie. Toutes les pathologies cardiovasculaires peuvent donner toutes les arythmies possibles, que ce soit clair une fois pour toutes. On cherche les causes endocriniennes, la dysthyroïdie. C'est rare, mais le phéochromocytome, il faut savoir y penser, c'est une hypertension artérielle. On oublie souvent les affections bronchopulmonaires à l'origine de la fibrillation atriale et les causes générales. L'anémie donne beaucoup d'arythmies. Et le voisin de l'étage du dessous. On dit toujours que le cœur, c'est le voisin du poumon. Oui, l'anatomie. Mais vous savez, en physiologie, le cœur souffre beaucoup de l'estomac et du côlon. En réalité, le voisin le plus dérangeant, c'est l'estomac. Et s'il y a un ulcère, s'il y a une hernie hiatale, s'il y a une colopathie, vous allez avoir un retentissement cardiaque évident. Donc, devant, par exemple, une pathologie, surtout atriale, la fibrillation atriale, toujours rechercher une affection gastro-intestinale sous-jacente. Et quand on a fini l'examen clinique, on a répondu à une question simple. Est-ce qu'on a affaire à une arythmie sur cœur malade, et quelle est cette maladie, ou est-ce que c'est une arythmie sur cœur apparemment sain? Les examens complémentaires, donc, affirment le diagnostic. Il y a l'ECG, 12 dérivations, un examen simple, mais qu'il faut bien faire, et ça, c'est le rôle du stage pratique. L'ECG des 24 heures, maintenant on fait des 48 heures, on fait même plus, et ça, c'est important, c'est une révolution. Depuis le début des années 80, le CG Holter a révolutionné l'électrocardiographie, mais il faut que les crises soient quand même relativement fréquentes. Un malade qui présente des crises toutes les 3 semaines, ça va être un peu difficile de l'attraper au Holter. Si par contre c'est 1 fois, 2 fois par semaine, il y a quand même beaucoup plus de chances. Le CG d'effort, lui, va tester l'équilibre vago-sympathique du sujet. C'est un genre de raccourci des 24 heures. À l'effort, c'est le tonus adrénergique, et à l'arrêt, c'est le vagal. Et si jamais une tachycardie se déclenche à l'effort, alors on va dire que c'est une tachycardie adrénergique, et on verra après que ce n'est pas très très bon. Et quand on a bouclé tout ça, là on confirme un peu notre opinion. S'il s'agit évidemment il y a l'imagerie, tout ça, il faut faire l'écho, bien sûr, qui est obligatoire, et quelquefois de plus en plus l'IRM. Après, on dit, est-ce que vraiment on a affaire à un cœur malade ou un cœur apparemment sain? Bien, donc là, c'est un peu la première partie du cours. Si vous voulez, c'est un peu celle à laquelle j'accorde le plus d'importance, parce que ça, il s'agit de comprendre. Là, il faut comprendre. Bien. Maintenant, on va dire un peu le côté catalogue. Alors, on va passer un peu vite, parce que vous aurez le temps de lire un peu le polycopier. À propos de polycopier, cette version 2020, vous savez, c'est des petites retouches simplement sur celle de 2015. C'est en faisant le cours à l'amphi, je me suis rendu compte que certains points n'étaient peut-être pas très bien compris, donc j'ai peut-être changé un peu la rédaction sur ça. C'est des points de détail, donc il n'y a pas de problème, mais si vous voulez, normalement, vous l'envoyez, vous le diffusez entre vous, si vous voulez le mettre sur un site quelconque, vous le passez, vraiment, c'est free. Je vous en fais cadeau, vous en faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que les étudiants puissent l'avoir. Bien. Donc, les extrasystoles. On va passer rapidement. Les extrasystoles, vous l'avez fait en 3e année, c'est des contractions prématurées, cardiaques, peut-être auriculaires, jonctionnelles, ou ventriculaires. Bien. Sur un cœur malade, les extrasystoles, c'est toujours dangereux, il faut traiter. Maintenant, sur un cœur apparemment sain, il faut voir le contexte. Quelquefois, on voit un contexte d'anxiété, des fois, il faut chercher les excitants, le tabac, le café, etc.
il faut voir un petit peu peut-être une affection gastro-intestinale, on en a parlé. Et avant de donner les antiarythmiques, assez souvent des sédatifs suffisent. Le cas particulier des extrasystoles ventriculaires. Pardon, là on va me dire qu'elle va se terminer dans 10 minutes. Non, je ne suis pas d'accord. Allez, on a cliqué pour demander du RAB. Mais on a demandé 1 heure. D'accord. Par exemple, les extrasystoles ventriculaires, ça c'est quand même important. Les extrasystoles ventriculaires, voilà donc le CG qui vient d'un Holter. Hein, c'est pour ça que, voilà, regardez ici, voilà, vous avez le complexe normal, vous avez une extrasystole ventriculaire, vous avez une deuxième, c'est un doublé. Et puis après, un complexe normal, une. Complexe normal, une. Donc ça réalise un bigéminisme, vous voyez. Alors donc, elles peuvent évoluer en doublé, en triplé. Elles peuvent être de même morphologie, comme c'est le cas ici, comme de morphologies différentes. Ça veut dire qu'elles viennent de foyers différents. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on considère que les extrasystoles ventriculaires qui sont déclenchées par l'effort, ou celles qui sont aggravées par l'effort, aggravées par l'effort, qu'est-ce que ça veut dire? À l'état de base, j'en ai une. Et puis après, dès que le malade pédale, je commence à en avoir 2, ou alors un bigéminisme, ou alors, vous voyez, un peu plus. Dans 1 minute, on en a davantage. Quand c'est lié à l'effort, ou aggravé par l'effort, ça, on considère que c'est grave. Le traitement, on traite la cause, c'est clair, on traite la cause. Mais s'il y a un risque d'évolution vers une tachycardie soutenue, à ce moment-là, c'est les antiarythmiques. Bien. Et là, c'est un peu du domaine de la spécialité. Et on arrive aux tachycardies. Voilà. Tachycardie, on commence par la plus fréquente d'entre elles, c'est la fibrillation atriale. C'est la plus fréquente des tachycardies. 1/3 à peu près des tachycardies sont des fibrillations atriales. Ça peut faire l'objet d'un cours à lui tout seul. Mais on va parler simplement des points les plus importants. Le reste, j'ai refait quelques rédactions. Voilà, normalement, ça se lit très facilement. Qu'est-ce qui se passe? Depuis la régression des valvulopathies rhumatismales, il y a ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Et là, la transition épidémiologique fait que maintenant, ce sont les maladies non transmissibles qui occupent le devant de la scène. Il y a le diabète qui monte, l'hypertension, l'infarctus, les cardiopathies ischémiques, et la population vieillit. Après 60 ans, en Algérie maintenant, il y a à peu près 10, 11, peut-être 12, jusqu'à 13% de la population. On aura les chiffres exacts au prochain recensement, mais les 10% y sont. Alors que vraiment, dans les années 60, 70, 80, c'était anecdotique. Or, cette fibrillation atriale, qui est très anecdotique avant 60 ans, c'est-à-dire peut-être 1% de la population, en tout cas inférieur à 2%, dès qu'arrive 60 ans, elle commence à augmenter. Sa prévalence augmente. À 60 ans, c'est 2%, 65 ans, 3, 4, pour finir à 80 ans aux alentours de 15%. Et quelquefois 20% dans certaines populations. Donc, vous voyez, c'est une maladie de seniors. Et comme après 60 ans, je vous ai dit, l'hypertension, le diabète, etc., augmente, c'est donc devenu une affection importante actuellement. Et le risque, c'est bien entendu l'accident vasculaire cérébral. Parce que l'arythmie, en elle-même, ce n'est pas bien grave, l'AFA, mais l'AFA favorise les thrombies dans la paroi atriale, et ça fait des accidents ischémiques transitoires qui généralement annoncent un accident vasculaire cérébral, mais que quelquefois, malheureusement, on a l'accident vasculaire cérébral directement, et je n'ai pas besoin de m'étendre sur cette affection, elle est connue. D'abord, la mortalité, et si le malade ne décède pas, c'est vraiment le handicap lourd. Quelle est la clinique? Bon, elle est assez banale. Les examens complémentaires, voilà. Voilà cet enregistrement d'une fibrillation atriale. Il va de soi que l'exploration endocavitaire n'a pas été faite pour la fibrillation atriale, pour autre chose. Ça, c'est la sonde, elle est dans l'oreillette droite, et elle enregistre cette activité anarchique de l'oreillette. C'est ça, la fibrillation.
Et c'est une fibrillation à maille fine. Vraiment, il faut regarder pour voir vraiment ces petites trémulations de la ligne de base. C'est ce qu'on voit dans les cardiopathies ischémiques. Tandis que la fibrillation à large maille, c'est l'apanage des valvulopathies mitrales, qu'on voit maintenant de moins en moins. Lorsque, malgré l'existence d'une fibrillation, on remarque qu'il y a quand même une fréquence cardiaque très lente, 50, moins, et que les espaces RR sont égaux. Alors là, on dit qu'il y a un bloc auriculo-ventriculaire complet sous-jacent. Et lorsqu'on a cet aspect, je mets exprès parce que c'est une urgence, ce n'est pas très fréquent, mais il faut le savoir. Lorsque vous avez cet aspect caractéristique dit en accordéon, voyez, la dérivation V2, la dérivation D3, c'est juste pour voir. Alors regardez, vous avez une arythmie, pourquoi? Une fibrillation, pourquoi? Parce que les espaces RR sont inégaux. Celui-là n'est pas égal à celui-là, qui n'est pas égal à celui-là, pas à celui-là, pas à celui-là. Pourquoi? Parce que le potentiel ne sont pas égaux. Regardez, cette amplitude est inférieure à celle-là est inférieure à celle-ci, celle-là est encore inférieure à toute. C'est réellement une fibrillation atriale. Mais c'est particulier quand même. Pourquoi? Il y en a qui sont larges, il y en a qui sont moins larges, et ça réalise ce qu'on appelle un aspect en accordéon. Et bien ça, c'est typique d'une fibrillation atriale qui passe exclusivement par une voie accessoire. Et c'est une urgence hémodynamique parce qu'on ne vient pas avec cet électrocardiogramme en courant à la consultation. On est très mal quand on vient comme ça, et là, choc électrique externe. Clair et net. Il va de soi que si l'ECG n'a pas diagnostiqué cette FA, en général elle est permanente, eh bien, il y a le Holter ECG qui lui dépiste les épisodes paroxystiques, et là, les épisodes paroxystiques ont un potentiel thromboembolique absolument identique à la FA permanente. C'est la même chose. L'échographie, ici, l'échocardiographie occupe une place de choix dans le bilan d'une FA. Ça, c'est important parce qu'il permet le dépistage des thromboses intracardiaques. On voit, et là, ça rentre dans la discussion thérapeutique, etc. Les étiologies, elles sont très nombreuses, toutes les cardiopathies. Les affections intracardiaques, pratiquement beaucoup. L'anémie, les maux de chromatose, surtout la BPCO. Ne pas oublier l'apnée du sommeil qui donne de l'AFA. Quelquefois, chez le jeune, on dit qu'elle est isolée. Dans une statistique algérienne, je crois avoir trouvé une fois, c'est une affaire de 12 et quelques %, car aucune affection sous-jacente n'est retrouvée. Et là, il faut rechercher la prise immodérée d'excitants, tabac, café, je n'ose pas penser à autre chose, doit être recherchée systématiquement. Le diagnostic étant fait, maintenant, comment peut-elle évoluer? Alors, l'AFA, elle est un peu de vocabulaire. Bon, c'est important, vous savez, même si ce n'est pas pour l'examen de votre module, d'accord, mais vous savez, c'est votre avenir professionnel, l'AFA. Vous allez rencontrer ça toute votre vie, quoi que vous fassiez en médecine. Elle est paroxystique si elle cède spontanément en moins de 48 heures ou au maximum en moins de 7 jours. Au-delà, elle est persistante. Puis après, on dit persistante prolongée. Et ne me demandez pas à quel moment on passe de persistante à persistante prolongée. Personne n'est d'accord sur la date. C'est le vocabulaire qui compte. Et après, surtout après 1 an, elle est dite permanente ou acceptée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formes récidivantes, que ce soit après réduction spontanée ou thérapeutique. Voilà. Ça, c'est l'évolution dans le temps. Maintenant, l'insuffisance cardiaque est une évolution fréquente de l'AFA. Mais quelquefois, il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente et cette insuffisance cardiaque s'installe doucement au fil des semaines. Et là, elle réalise un tableau dit de cardiomyopathie rythmique. Le retour au statut initial n'est obtenu qu'après le traitement de cette FA et bien des semaines après. Il va de soi que les accidents thromboemboliques, c'est ça ce que l'on craint.
la complication que l'on craint. Alors, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque d'accident thromboembolique, il est très important. Chez les porteurs de prothèses mécaniques, c'est-à-dire on anticoagule à 2 points, on ne discute pas. 3 points, n'en parlons pas, et 4 et 5, alors là, ne discutons pas. À 0, très franchement, on n'anticoagule pas pour le moment. Dans les années suivantes, je ne sais pas. À 1 point, on discute, sans tenir compte du sexe féminin. C'est-à-dire, si c'est une femme seule, on va dire elle a 1 point, on n'en tient pas compte. C'est ça que c'est un petit peu embêtant. Donc, les anticoagulants, comme je vous ai dit, ils sont de règle à 2 points. À 0, on ne fait pas. Et si, sans tenir compte du sexe féminin, on a 1 point, on n'anticoagule pas. Voilà. Alors, comment on va surveiller ce traitement? Vous le savez, c'est l'INR. On va cibler 2,5, mais la fourchette, c'est entre 2 et 3. Idéalement, 2,5. Il va de soi, on a déjà parlé des prothèses mécaniques et du RM, on a parlé des valvulopathies mitrales, des malades qui ont été opérés, là on ne discute pas, on anticoagule, et la cible d'IRM, d'INR, pardon, elle est entre 3 et 3,5. Alors, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les anticoagulants oraux directs dispensent de faire l'INR. Alors, ils se proposent comme une alternative crédible au Syntron, pour parler clairement, à l'acénocumarol, aux AVK. De quoi s'agit-il? On a surtout les antithrombines directes qui agissent tout à fait à la fin de la chaîne de coagulation, c'est dabigatran, et les anti-10A, 10A qui est un élément du complexe prothrombique. Vous avez le rivaroxaban et l'apixaban. Bon, il y a un générique en ce moment en Algérie de rivaroxaban. Ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ils sont un peu chers, donc utilisation forcément limitée, mais il faut savoir que ça existe. Ça, c'est anticoagulé. Et après, je vous avoue que c'est un petit peu gênant d'avoir tout le temps l'écran qui est obstrué. J'anticoagule. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de l'AFA? Je vais la réduire ou je ralentis? Ralentir ou réduire, voilà le choix que je dois faire. Ralentir la fibrillation atriale, cette attitude thérapeutique, évidemment, elle s'impose devant une forme récidivante. Je ne vais pas passer mon temps à choquer les malades. Mais elle est souvent maintenant utilisée en première intention avec l'avènement des AOD. Parce que quand je peux donner un AOD à un malade, un anticoagulant oral direct, si je peux lui donner, s'il a les moyens de payer, s'il est assuré ailleurs, enfin que sais-je, bon, tout dépend de la situation de chacun. Si, bon, c'est théorique, si je peux le donner, je n'aurai pas à faire d'INR. Et pourquoi alors je vais m'embêter à aller faire un choc électrique qui peut-être ne va pas marcher? Et on utilise des drogues qui ralentissent la conduction AV. La digoxine retrouve ici son utilisation, les bêta-bloqueurs, le diltiazem, le verapamil, voilà, et ça dépend du malade. Troisièmement, s'il y a une insuffisance cardiaque, je la traite. Et c'est là où les digitalodiurétiques de l'ancien temps retrouvent une place. L'insuffisance cardiaque de l'AFA est très bien traitée par les digitalodiurétiques. Les IEC aussi, les ARA2 également. Et on doit traiter toute affection cardiaque ou extracardiaque sous-jacente, bien entendu, avec un bon équilibre hydroélectrolytique. Maintenant, est-ce que je vais réduire cette fibrillation atriale? J'ai mis volontairement ça à la fin. Pourquoi? Parce que ça se fait de moins en moins. Il va de soi que si j'ai affaire à quelqu'un de jeune, de dynamique, qui est actif, qui voyage, qui travaille, surtout qui a un métier, il peut se couper, il peut se blesser, le mettre sous anticoagulant, c'est embêtant, et que cette FA, n'est-ce pas, ne survient pas avec beaucoup d'autres facteurs de risque, à part l'insuffisance cardiaque, j'ai bon espoir que choqué, j'obtiendrai le rythme sinusal et surtout que ce rythme sinusal va persister. Alors, c'est ce genre de malade, là, on va opter pour réduire. J'ai le sujet jeune et actif, voilà. On réduit comment? Eh bien, on essaye.
pour le vraiment tranquillité d'esprit, l'administration orale d'antiarythmiques, vous avez le flécaïne, propafenol, on n'en a pas ici, ou alors l'amiodarone. Mais bon, ça ne marche pas tellement. Injection intraveineuse, ou alors on préfère Péros, vous voyez, Péros c'est à peu près 10 mg, 10 mg kilo, 2 grammes c'est 10 comprimés. Théoriquement, on doit les faire avaler en une seule fois, mais j'avoue que je suis pas très chaud. On a l'habitude, de temps en temps, quand on fait cette technique, on étale 2 comprimés par 2 comprimés sur le long de la journée, comme ça on a le temps d'arrêter si on n'est pas content, s'il y a une mauvaise évolution. Même comme ça, même en faisant très attention, l'efficacité, en fait, elle est moins de 50%. Ça ne marche pas très, très bien. La cardioversion électrique, ça reste encore la méthode, si on veut réduire la fibrillation atriale, ça reste encore la méthode que l'on utilise le plus souvent. Vous lisez les conditions classiques. Évidemment, il faut hospitaliser le malade. Évidemment, il faut trouver un anesthésiste. Vous savez qu'à l'hôpital, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Évidemment. Mais bon, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de la thérapeutique. Bon, voilà, on s'est un petit peu étendu sur la fibrillation atriale, c'est volontaire. On va essayer parce que le temps passe. Les autres tachycardies de l'étage atrial, c'est pour ça que je les ai regroupées à la fin dans cette nouvelle mouture. Tachycardie sinusale, vous lirez, c'est important parce qu'elle peut cacher une pathologie sous-jacente. Le flotteur atrial, voilà. Cette version est agrémentée d'un médaillon. Donc, regardez ce flotteur. Comme je vous ai dit, c'est la macro-réentrée, n'est-ce pas? Regardez, ça tourne, ça remonte par le septum, ça descend par la fibre. C'est pour ça que quand on est en VF ici, on va en négativité. On a fait un tir de radiofréquence ici. Alors, regardez, vous avez la veine cave inférieure, là. Vous avez l'orifice d'entrée, vous avez ici la tricuspide plutôt, et ça c'est l'isthme. Donc il y a eu un tir de radiofréquence ici, et hop, ça a cassé le flotteur. Retour au rythme sinusal, mais c'est pour vraiment pour illustrer, c'est pas pour nous ça. Tachycardie atriale, eh ben, la tachycardie atriale, c'est une tachycardie focale. Vous voyez, on a une réentrée et on a une tachycardie focale. Voilà, si on prend cette tachycardie, regardez en V1, c'est vraiment une P', avec un retour à la ligne isoélectrique. Ce n'est pas le flotteur où on a en dents de scie. C'est vraiment une activité mécanique de l'oreillette, ici vers 220 par minute, avec une conduction 2 pour 1. Celle-là ne conduit pas, celle-là conduit. Celle-là ne conduit pas et celle-là conduit. Tachycardie atriale par hyperautomatique. Elles sont peu thrombogènes, mais on les retrouve beaucoup chez le sujet jeune, chez l'enfant, et elles entraînent vraiment une insuffisance cardiaque assez rapidement. Elles sont assez mal tolérées. On les hospitalise assez souvent pour les traiter très vite. Descendons. Tachycardie jonctionnelle paroxystique ou les tachycardies paroxystiques supraventriculaires. On en a déjà parlé. On va juste, donc vous lisez, hein, franchement, rien d'extraordinaire là-dedans. On va juste peut-être expliciter un peu les choses sur des tracés. Voilà. Prenons l'exemple de cette jeune-là, dont je me souviens bien, une tachycardie vers 170 à peu près par minute, QRS fin, vous voyez, QRS fin, QRS fin, c'est régulier, elle est supraventriculaire. Bon, à moins d'être de mauvaise foi, très honnêtement, on ne voit pas l'oreillette. Hein. Pas raconter d'histoire, moi je peux vous dire, elle est là, l'oreillette, c'est de la mauvaise foi, on ne la voit pas. Et toute seule, comme une grande, cette tachycardie s'est arrêtée, elle a été gentille. Non, on n'a rien fait, toute seule. Elle s'est arrêtée, pause, onde P sinusale, QRS. Là, on voit bien l'onde P sinusale, ça c'est un complexe de fusion. Là, on ne sait pas trop si c'est un ventricule ou une oreillette ou une jonction. Ça, par contre, c'est sinusal, très bien. Sinusal, et puis c'est quoi ce petit ventre qui sort là? Sinusal, PR qui est raccourci, et sinusal, PR qui est encore court, avec une onde delta. C'est celle-là, l'onde delta de préexcitation en sinusal. Vous avez l'onde d'activation, rappelez-vous du schéma de tout à l'heure, qui descend par la voie accessoire. Et ici, c'est l'arrivée du nœud AV, et ça fait
syndrome de préexcitation. Et c'est pour ça qu'on dit que ça, la tachycardie réentrante, où ça remonte pour la voie accessoire et ça descend par le nœud AV, c'est une tachycardie à QRS fin, et bien c'est ça le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Je vous ai dit, avec de bonne foi, on ne voyait pas l'onde P'. Mais ce qu'il y a, si cette tachycardie n'avait pas eu la gentillesse de s'arrêter et de nous montrer l'onde delta, ben on aurait eu ça. On aurait eu ça. Voici une tachycardie régulière à QRS fin, vers 150, 160 par minute. Je me rappelle de ce malade-là, il y a assez longtemps. Eh bien, c'était quoi? Eh bien, il y avait, malheureusement, on n'utilise plus tellement ça, il y avait la possibilité, donc une sonde œsophagienne, tout simplement, prendre une sonde banale, la mettre par la narine, faire avaler au malade un verre d'eau, il avale et hop, la sonde passe dans l'œsophage. Ben, dans l'œsophage, on est derrière l'oreillette gauche, on branche celle, au lieu de mettre, par exemple, là j'ai V4, et ben V3, je l'ai branché sur la sonde œsophagienne. Et surprise, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai ici R, j'ai son équivalent œsophagien qui est négatif. Pourquoi? Ben, parce que je suis dans l'œsophage et je vois fuir le ventricule. Je vois fuir le ventricule en négativité. Et ce ventricule, il est suivi d'une activité atriale, P', bien dessinée. Et j'ai RP', 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 et ben voilà, j'ai une tachycardie fonctionnelle, réciproque. Après, quand on a choqué le malade et tout, l'onde delta est arrivée. Voilà un médaillon pour expliquer. L'influx descend par le nœud AV. On est ici dans le ventricule, rencontre la voie accessoire, remonte par la voie accessoire, redescend. Voilà cette iconographie qui est assez ancienne, mais toujours d'actualité. Je l'ai préférée à une iconographie où on met une sonde endocavitaire parce qu'elle est pratique. Elle peut être faite en consultation, en ambulatoire, dans une polyclinique, n'importe où. Comment traite-t-on la crise manœuvre-vagale? On en a parlé. Et si vraiment c'est récalcitrant, si les manœuvres vagales ne marchent pas, on a l'adénosine. Mais bon, c'est pas disponible en Algérie, bien que ce soit inscrit à la nomenclature. C'est l'adénosine, c'est l'ATP, c'est la striadine du commerce, c'est une ampoule en bolus, et puis bon, on casse la tachycardie, il y a un petit moment désagréable pour le malade, mais après ça passe. Les bêta-bloqueurs aussi peuvent marcher. De temps en temps, l'amiodarone, bêta-bloqueur, que sais-je. À l'hôpital, lorsque vraiment on ne réussit pas à casser cette tachycardie, on monte une sonde et on stimule plus vite, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Le choc électrique externe ici, retenez-le, est une mesure exceptionnelle. L'autre variante, donc ce qui est plus rare, c'est 90% le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Les 10 petits pourcents qui restent, c'est ce qu'on appelle les réentrées intranodales. Alors regardons le médaillon qui est à droite. Vous avez le nœud AV. Le nœud AV, physiologiquement, est séparé en deux voies. Une voie lente descendante et une voie rapide remontante. Et bien l'influx, il descend par la voie lente, il donne un influx au ventricule, mais dans le nœud AV lui-même, il remonte très rapidement à l'oreillette et on a une P'. Et cette P', étant donné qu'elle arrive rapidement, elle va être confondue avec R précédent, on ne la verra pas. Cette petite fille de 10 ans faisait des tachycardies très fréquentes. Eh bien, voilà. Elle a été explorée, je l'avais explorée, c'est une réentrée intranodale. Traitement, compression des globes oculaires. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous appuyiez sur un interrupteur. Il suffisait de mettre le doigt sur le globe oculaire un peu fort et hop, la tachycardie casse. Là, elle se secoue un peu, c'est normal, c'est désagréable. L'arrêt d'une tachycardie. Voilà, c'est QRS fin, est-ce que c'est une onde P, c'est pas une onde P. Et puis les choses rentrent dans l'ordre. PQRS, et P' s'allonge. PR s'allonge, pardon. PR s'allonge. L'allongement de PR signe la réentrée intranodale. Ça veut dire que l'influx maintenant passe par la voie lente pour aller au ventricule. Avec ça, on fait le diagnostic de réentrée intranodale. C'est une plaque qui est très, très rare. Bon. Mais vous avez bien compris,
que ce qu'on veut, c'est prévenir les crises. Eh bien, on peut faire appel aux antiarythmiques. Si vraiment ces crises sont fréquentes, si ces crises sont mal tolérées, eh bien, on peut faire appel aux antiarythmiques ou alors l'ablation par RF. Ça se fait beaucoup maintenant. Je ne reviens plus sur cette technique-là. L'essentiel, c'est que vous sachiez que ça existe. Faisons vite. On descend. Tachycardie ventriculaire. Tableau clinique, vous savez, c'est simple. Le tableau le plus connu, c'est quoi? C'est le malade qui arrive aux urgences. Généralement, c'est un homme, il a 60 ans. Il est un peu gros, il est souvent gros, il a le visage un petit peu épié, et puis il n'est pas bien du tout, il est une syncope ou pas bien, il a des palpitations, il est angoissé, une vague douleur thoracique, enfin, peut-être une polypnée, une cyanose, sa tension artérielle baisse, ce n'est pas tout à fait un collapsus, mais on pense que ça va venir, et surtout, sortent de sa poche des médicaments, de l'hypertension, des médicaments du diabète, peut-être l'acide urique, que sais-je, la bronchopnéumopathie, et un paquet de cigarettes. Ça, c'est le tableau classique, c'est-à-dire que c'est la tachycardie ventriculaire qui complique les cardiopathies ischémiques. Et je vous ai dit, pour le 31 mai, on verra qu'on va se retrouver pour le tabac, parce que, là je fais un peu un résumé, pour le tabac, parce que un gros pourvoyeur de tachycardie ventriculaire, ce sont les cardiopathies ischémiques, et le gros pourvoyeur de cardiopathie ischémique, c'est le tabagisme. Donc, en introduction, et maintenant aussi, le tabac tue. À l'électrocardiogramme, lorsqu'on fait donc l'électrocardiogramme, j'ai deux situations opposées. Vous avez cette première situation qui correspond à la clinique que je vous ai décrite. Vous avez une tachycardie qui est régulière, à QRS large. Voilà, on laisse courir le papier, et puis là, on se dit, ah, ça, c'est une ONTP. Et ça aussi. Et ça aussi. Donc, ce n'est pas un rythme sinusal. Et puis, regardez, je compte. 1, 2 et 3 ONTP. 1, 2, 3, 4, 5 ventricules. J'ai 3 ondes T et 5 ventricules. Donc, j'ai une dissociation auriculo-ventriculaire. Tachycardie régulière, AQRS large, avec dissociation auriculo-ventriculaire. C'est une tachycardie ventriculaire. Elle est très rapide. Très rapide. Elle est à 260. On est à la limite du fleuteur. On est dans le flotteur ventriculaire. C'est vraiment très rapide. Ici, vous avez une tachycardie ventriculaire lente, c'est-à-dire on est à la limite de la vraie tachycardie ventriculaire, on appelle ça un rythme ventriculaire accéléré, tachycardie ventriculaire lente comme on veut. Ce n'est pas une urgence absolue parce qu'on traitait simplement un infarctus, c'était ça. Mais pourquoi je vous montre cette plaque? Cette tachycardie est régulière, elle est à QRS large, on ne voit pas les ondes P, et puis là, et que fait ce complexe fin avec une onde P devant? Et puis là, je vois bien l'onde P, ce complexe, il est intermédiaire. Il est intermédiaire entre le complexe de la tachycardie et celui du rythme sinusal, on appelle ça une fusion. Lorsque j'ai ça, c'est pathognomonique de la tachycardie ventriculaire. Alors, si vous avez ça ici, vous dites c'est à 100%, tandis que là, allez, pour être, on va dire 99% une TV, c'est une TV. Donc, le complexe de fusion et capture, c'est juste pour compléter. Voilà. Alors, l'étiologie, tout. Cardiopathie ischémique essentiellement, tout, etc. Là, je vais vous faire... Alors là, attendez, il y a une petite faute là de frappe, je viens de la voir. 150 par minute. Non, en B, là, c'est 107, hein, je ne sais pas. Ça m'a échappé. Là. Bon, c'était juste pour vous montrer ce qu'est un complexe de capture, un complexe de fusion. Il faudra que je corrige ça. L'évolution, pronostic. Non traité, une tachycardie ventriculaire évolue souvent vers la mort subite cardiaque et en général après avoir dégénéré en torsade de pointe ou en fibrillation ventriculaire. Alors voyons ça ensemble. Voilà la tachycardie ventriculaire régulière. Elle dégénère en torsade de pointe, c'est-à-dire, regardez, voilà une pointe
une pointe, et puis ici, voilà, les pointes reviennent vers le bas, comme si torsadé, on vient les tordre. Là aussi, pointe, 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 pointe en bas, pointe en haut, et puis un petit peu, puis ça fibrille. Voilà, la fibrillation ventriculaire. Et le malade a été choqué, ça c'est le résident de garde qui avait donc ce tracé. Le malade a été choqué, il a été récupéré. Ça, c'est lorsqu'on ne traite pas la tachycardie ventriculaire. Mais pour la traiter, il faut être là. Il faut être là. Et on ne met pas toujours là. Donc, c'est le traitement préventif qui compte. Le mode paroxystique, la tachycardie ventriculaire paroxystique, assez souvent existe. C'est le Holter qui fait le diagnostic et elle est dangereuse. Il ne faut pas la négliger parce qu'elle est paroxystique. Un petit cas particulier, c'est ce qu'on appelle les maladies des canaux ioniques. Ce sont des atteintes génétiques des gènes qui codent pour les canaux ioniques du sodium et du potassium. Vous voyez ici un aspect dit de Brugada avec sus-décalage de ST, ici en V2. Et puis vous avez, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Brugada, c'est les canaux potassiques qui sont concernés. Vous avez ici le QT long, regardez ce long espace QT. QT corrigé est à 505 millisecondes ici. Voilà, maladie du QT long. Et son rencontre assez souvent, c'est chez les jeunes. Pourquoi? Malheureusement, assez souvent, c'est mortel. On n'a pas le temps d'attendre un âge avancé. Et donc, actuellement, c'est partie des soucis, n'est-ce pas, de cardiologie pour les dépister et leur proposer des prises en charge adéquates. Traitement des tachycardies ventriculaires, en urgence, il n'y a pas 36 millions de solutions, c'est choc électrique externe. En semi-urgence, les antiarythmiques sont généralement utilisés en première intention. Vous avez la lidocaïne, la xylocaïne, ça marche. L'amiodarone aussi, ça marche, parce que ce sont les antiarythmiques qui sont les moins nocifs. Nous n'avons pas de mexilétine, donc je ne vais pas vous en parler. Voilà ce qu'on peut trouver en Algérie, donc voilà ce qu'on peut utiliser. Si elle ne casse pas la tachycardie, ces drogues en tout cas permettent de la ralentir, donc d'avoir une meilleure tolérance hémodynamique. Et puis ça permet de rétablir l'équilibre ionique et d'envisager le choc électrique. À l'hôpital, on peut pratiquer la stimulation ventriculaire temporaire rapide, c'est-à-dire on stimule plus vite que la tachycardie. Ce qui compte, c'est surtout de traiter les rechutes de manière préventive grâce à un équilibre ionique parfait, traiter les ESV, les antiarythmiques quand il faut, et les méthodes non médicamenteuses. On en a parlé, l'ablation par radiofréquence et quelquefois la mise en place d'un défibrillateur implantable. Ce n'est pas tellement le fait que ça coûte cher, parce que ça coûte cher, mais c'est surtout, il ne faut pas croire que c'est la panacée, c'est vraiment le traitement de tout. Non, les indications sont très codifiées en fonction du risque de mort subite parce qu'ils ont pas mal d'effets secondaires. C'est un milieu très spécialisé, on fait qu'en parler. Cela veut dire simplement que le meilleur traitement des tachycardies ventriculaires, autant que possible, il est préventif, et c'est en traitant la cardiopathie sous-jacente qu'on va éviter la survenue de toutes ces arythmies sévères et donc la survenue de mort subite d'origine cardiaque. Et je vous remercie. Maintenant, je ne sais pas si on est à 2 minutes. Est-ce qu'ils ont pu entendre les 2 dernières minutes? Ça, je ne sais pas.